Le pendule de Foucault est né d'un rapprochement entre le musée des arts et métiers Glénat. Comment ça s'est fait ce projet-là? Comment vous avez été associés? Le projet a été initié par Jacques Marvejol, qui est un des directeurs des éditions Glénat, et avec lequel on avait discuté d'une possibilité de trouver des niches de lecteurs. Car comme chacun sait, la bande dessinée est en train de vivre une crise, comme la littérature, comme la musique, etc. Et on s'est dit qu'avec les monuments historiques, avec certains sites qui sont très connus par le public, on pourrait peut-être justement comme ça définir des niches de lecteurs et s'adresser à eux en même temps que nous nous adressons aux lecteurs courants de librairie. Donc trouver des lieux qui serviraient de décor à des histoires romanesques, non didactiques forcément, des histoires romanesques, et qui pourraient être à la fois vendues en musée et vendues en librairie. Donc l'idée est venue de là. Après, on a négocié une entente et je dirais presque un partenariat avec les monuments historiques. Et Kunstcap, le pendule de Foucault, est né de cela. Juste avant, tu avais sorti Panthéon. Alors, le Panthéon, Carnac de Bidault et tous ces livres font partie de la même intention et forment maintenant une collection. De France, hein, une collection avec les monuments de France. Effectivement, le pendule de Foucault ne fait pas partie des monuments de France. Même si c'est dans le même esprit, c'est pas exactement dans la même collection en fait. Et je crois que toi, tu n'étais pas étranger aux arts et métiers. Alors moi, oui, dans une vie antérieure, effectivement, j'ai fait une année d'études aux arts et métiers. Donc effectivement, là, je suis passé par les arts et métiers. Donc je connais un petit peu ça, effectivement. Donc c'était amusant de boucler la boucle en faisant une bande dessinée sur justement les arts et métiers. Et pourquoi alors choisir le pendule de Foucault? Pourquoi choisir cet emblème? Alors le pendule de Foucault, c'est un choix de Jacques Glénat. L'éditeur Jacques Glénat, déjà depuis quelques années, me demandait de réfléchir à une adaptation du pendule de Foucault d'Umberto Eco. Et donc le pendule de Foucault l'intéressait beaucoup. Et il est vrai qu'il nous a intéressés, Fred et moi, parce que c'est le moment précis où dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un a prouvé matériellement que la Terre était ronde. C'est la métaphore de la connaissance scientifique aussi. Donc c'est un petit côté intéressant aussi de pouvoir faire un parallèle justement avec les connaissances et prouver après par la suite via un élément ou via un instrument les connaissances qui jusqu'à présent n'étaient qu'évoquées en fait. Oui, une expérience scientifique a démontré une chose extraordinaire bien entendu, mais surtout a prouvé que quand on expérimentait une théorie et qu'elle se révélait être juste, ça mettait à bas des siècles d'obscurantisme et des siècles de réflexion plate. Puis il faut faire attention parce que le pendule de Foucault ne montre pas que la Terre tourne. Il le démontre. Si on sait que la Terre tourne, c'est une expérience qui le prouve. C'est pas ce qui permet de démontrer. C'est justement, il faut faire attention, il ne faut pas faire l'amalgame en fait. Et vous développez votre album dans un monde post-apocalyptique. C'est un petit peu, on va dire, à la mode en ce moment. Est-ce que c'est un moyen aussi de donner une réflexion sur un futur possible? C'est-à-dire que moi, le monde post-apocalyptique, même s'il est un peu à la mode maintenant, mais comme j'ai une quarantaine d'années de carrière, j'ai commencé ma carrière avec les mondes post-apocalyptiques parce que j'ai toujours été extrêmement pessimiste. Et je suis certain que l'homme parviendra à se détruire, à s'auto-détruire. Il est bien parti pour ça, il nous en donne des preuves chaque jour. Donc c'était à la fois un message, naturellement, en disant attention, si on laisse l'intégrisme, l'obscurantisme, la bêtise régner, les quelques braves gens qui pensent autrement vont disparaître. Ensuite, il est vrai que pour un scénariste, un dessinateur, enfin pour deux auteurs, ça pose un décor qui permet de recréer un monde et de recréer des aventures humaines avec des valeurs, des destins pour chaque personnage, une psychologie et surtout des personnages qui se heurtent à cette... Voilà. Créer des conflits sur mesure, à la mesure du récit, et justement des mondes antagonistes. C'est ça qui est intéressant, justement, de créer deux pendants à l'intérieur d'un monde, de créer deux parties d'un monde qui s'opposent. Justement, au niveau graphique, tu t'en donnes à cœur joie, on va dire. Les planches sont très denses, tu utilises les fonds perdus, les superpositions de cases. Ça permettait de garder une tension aussi dans le récit, le fait d'être aussi dense dans le dessin. Oui, alors il faut en user, je pense, avec parcimonie, c'est-à-dire le fond perdu. Il n'a d'impact visuel que si on ne l'utilise pas forcément tout le temps.
Bon, là, je pense que la situation, en fait, le récit était suffisamment fantastique et proposait suffisamment d'expériences visuelles pour l'utiliser assez souvent, en fait. Mais c'est vrai que peut-être que dans d'autres bandes dessinées, je l'aurais utilisé un petit peu moins parce que sinon, l'effet de surprise du fond perdu est gâché de temps en temps. Mais là, c'est vrai que quand on a une vue de Paris totalement en ruine, c'est vrai que rien de mieux que... Je pense qu'à l'origine, c'était pas une double page. Hein. Je pense que je l'ai transformé en double page. C'est toi qui a souhaité de faire en double page. Avec une grosse case au milieu, par exemple, quand on arrive dans Paris. Bon, c'est vrai que j'aime bien ce genre de mise en page. Donc c'est un parti pris. C'est vrai qu'il y a pas mal de bandes dessinées qui utilisent une marge blanche tout autour. Ça marche tout aussi bien. Moi, c'est vrai que j'aime bien m'exprimer dans toute la largeur de la page pour pouvoir avoir un meilleur impact visuel. Oui. Enfin, c'est essentiellement ça. Hein. Est-ce que tu as connu des difficultés sur certains passages, je veux dire, au niveau de post-apocalyptique, tu dois tout créer? Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou des choses que tu as... Alors, je pense que la difficulté est largement atténuée par le plaisir justement de créer. Alors, je pense en bande dessinée, dans une image projetée, c'est-à-dire une image qu'on dessine, je pense que le plus dur, c'est de créer de la profondeur et de donner l'impression d'ampleur. C'était ça un petit peu le challenge sur certaines images, certaines cases. Mais après, moi, de toute façon, de toutes les BD que j'ai faites, c'était des bandes dessinées fantastiques où il fallait inventer des mondes. Et moi, je suis à l'aise dans ce genre de contexte. Au niveau le symbole qui apparaît à peu près au milieu de l'album de la Tour Eiffel, qui a été un symbole fort du 19e siècle, parce que c'était un symbole de progrès industriel, on va dire, et aussi beaucoup d'écrivains se sont opposés, parce que c'était pour un peu relier cet antagonisme qu'il y a eu à l'époque, au 19e siècle. J'avoue ne pas y avoir pensé vraiment. Moi j'ai utilisé la Tour Eiffel comme étant un symbole architectural qui était un défi à l'époque où elle a été construite par Eiffel. Ensuite, c'est un symbole mondial, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne sur Terre qui ne connaisse pas vraiment la Tour Eiffel. Et je pense que ce symbole architectural qui a dépassé les siècles et qui est resté rongé par la mousse, le sel, était l'image que les hommes laissaient au moins une trace à la surface de la Terre. Et ils l'ont fait d'ailleurs quand on voit les pyramides, les temples en Grèce et certains autres monuments. Il restera de toute façon quelques symboles humains quand dans quelques centaines d'années ou quelques milliers d'années on ne sera plus sur Terre. Donc je l'ai conçu comme ça. Et en plus, il y a un clin d'œil là qui est personnel et qui n'est pas tout à fait celui-ci, celui dont vous me parliez. C'est que Eiffel était franc-maçon et c'était un grand bâtisseur. Et comme vous savez, l'intérêt que je porte à la franc-maçonnerie, je me dis, même quand il ne restera plus rien, il restera au moins une ou deux valeurs qui sont des valeurs symbolisées par les architectures. Et la symbolique aussi du pont fragile qui est... Tout ça fait partie de la même symbolique, c'est-à-dire la symbolique. Dans la Bible, on le retrouve. Il y a c'est toujours pareil, comme disait Fred tout à l'heure, il y a deux mondes. Et ces deux mondes s'opposent, et cependant il y a toujours un pont pour rejoindre ces deux mondes et pour faire en sorte que, si on le souhaitait, on pourrait faire chacun un pas sur ce pont et faire en sorte que les êtres humains s'entendent. Donc, même quand tout est perdu, il reste quand même un petit pont et un monument. Mais d'ailleurs, c'est ce que vous montrez dans une bulle où justement vous dites que donc d'un côté il y a les scientifiques, ceux qui sont encore dans le progrès, puis de l'autre côté il y a ceux qui sont dans un discours totalement obscurantiste. Et il y a cette phrase où un des personnages dit que la science quelque part ne peut pas aller sans un discours spirituel, et c'est un peu ce qui relie... Tout à fait, nous sommes arrivés à une époque de l'humanité où la science est en train de remplacer la philosophie. Et la science rejoint la métaphysique. Et d'ailleurs, pour preuve, en est le dernier livre de Stephen Hawking, le plus grand astrophysicien de l'histoire de l'humanité, qui pose cette question, y a-t-il un grand architecte dans l'univers? Et il fait une démonstration magistrale pour conduire à la question, bien entendu, essentielle qui hante tous les hommes, puisque c'est la question de la création de l'univers. Et c'est vrai que la science sans spiritualité ne peut aller au-delà de ce que l'esprit humain est capable d'accepter. On n'est pas capable d'accepter l'infini, la création, etc.
Donc à un moment donné, la science s'oppose à ce mur, elle est face à un mur qu'elle ne peut franchir, et c'est là effectivement qu'intervient la spiritualité, qui est la béquille spirituelle, enfin la béquille philosophique de l'homme, quoi. Il faut de la philosophie à la science, sinon la science n'est qu'une série d'équations. Et lors du procès de l'héroïne, on pense forcément au procès de Galilée. Est-ce que c'était un clin d'œil aussi? Tout à fait, oui. Parce que Galilée, dans lui, a dû renier pour survivre une partie de ses idées. Tout à fait. Et du coup, elle va jusqu'au bout quand même. Elle accepte de mourir pour ses idées. Oui, alors... Oui, elle va de l'avant dans le désert. L'histoire est un éternel recommencement, et puis là, justement, ce sont des peuples qui n'ont plus de passé, puisque tout a été détruit. Donc, effectivement, forcément, à un moment, on en repasse par là, et effectivement, il y a le parallèle entre ce procès-là et le procès de Galilée. Enfin, je pense que c'est comme ça que tu l'as fait directement. Le procès de Galilée, le procès de Bruno, enfin tous les procès de Copernic, effectivement, tous ces phares de l'humanité qui avaient compris, et qui, à cause de la religion ou à cause d'un ciment fédérateur social, ont dû renier leurs opinions et leurs théories. Et il était important que ce soit une héroïne, justement, parce que les femmes ont été privées très longtemps de l'accès à la connaissance. Est-ce que ça a été pensé comme ça? C'est-à-dire que les femmes ont été privées à l'accès à la connaissance parce que, premièrement, on les cantonnait dans un domaine particulier. On le fait aussi en ce moment dans certaines régions du globe. Et puis, il faut dire que l'Église en avait brûlé 18 000 pendant au Moyen-Âge, donc ils n'avaient plus tellement envie de prouver que la Terre était ronde ou que les étoiles n'étaient pas simplement des éternuements de Dieu. Oui, et puis aussi, je pense, enfin, personnellement, moi, pour dessiner, je préfère dessiner un personnage féminin. Voilà, donc il y a aussi, au-delà des considérations philosophiques, voilà, c'est vrai que Kunstkat, dessiné par Fred, c'est un grand plaisir pour le scénariste et les lecteurs. Oui, et puis je pense, moi, ce personnage est attachant. C'est amusant parce que ça me fait penser à une bande dessinée que je lisais dans Tintin, c'est le personnage d'Aria. Je ne sais pas si tu connais. Ça me fait penser un petit peu à ce personnage. Bon, c'est purement fortuit, mais je m'en suis aperçu après que c'est peut-être des réminiscences, un petit rappel de ce que je lisais dans mon enfance, et le personnage est sorti comme ça. Et oui, enfin, moi personnellement, c'est vrai que quitte à passer un an sur une bande dessinée, autant la passer en compagnie d'un personnage féminin. Oui, qui est adorable, qui est mignon, elle est belle, elle est gentille, elle est intelligente, elle a son caractère, elle a un caractère de cochon. Bon, ça c'est vraiment très très bien, c'est évident. Et puis moi, j'avais envie de créer un personnage féminin, entre autres, parce que je me suis rendu compte que toutes ces dernières années, avec le Triangle Secret, Gardien du Sang, Hertz, Finri, tout ça, j'avais quand même beaucoup de personnages masculins, très peu de personnages féminins qui étaient vraiment essentiels, quoi. J'avais raconté des histoires d'hommes. Et là, se glisser dans la peau d'une femme et d'une jeune femme, c'était intéressant. Alors j'étais aidé en cela, j'avais écrit le scénario bien sûr, mais j'étais aidé en cela par les croquis qu'avait fait Fred d'abord. Il avait fait de jolis croquis de tous les personnages, et Kunstkat m'avait conquis. Tu avais fait ça en amont à partir de ton synopsis. Exactement, ça m'a permis de faire un scénario où le personnage était déjà créé par Fred. Et tu l'avais envisagé jeune dès le départ, ou c'est toi qui as choisi? C'est vrai qu'il n'y avait pas forcément d'âge dans le synopsis. Non, le personnage est venu comme ça. Il me semblait évident qu'il était jeune, justement. Parce qu'il avait des parents de la jeunesse, donc peut-être qu'il n'était pas harassé par le poids des traditions, etc. Donc pour moi, il devait forcément être jeune, mais de toute façon, je pense que tu l'avais. Oui, jeune, mais j'ai pas donné d'âge. Il n'y avait pas d'âge. Et j'avais pris tous les personnages du synopsis et puis j'avais fait des croquis. Et ça, c'est très, très intéressant techniquement, parce que oui, moi je dis toujours qu'une bande dessinée est faite par deux co-auteurs. Je ne fais pas vraiment de différence entre le scénariste et le dessinateur. Et là, la preuve en est faite que Fred a fait tous les croquis préparatoires sur le synopsis, avant que je n'écrive le scénario. Je l'avais en tête, je savais exactement tout ce qui allait se passer, mais le fait de voir ces personnages m'a permis de les personnaliser, de les figurer beaucoup plus précisément, et jusqu'au personnage, l'inquisiteur, là, ça m'a permis de travailler mieux les personnages. Et j'avoue qu'une entente comme ça est très, très, très plaisante, vraiment très plaisante. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que la science est un des personnages aussi de l'album? Oui, bien sûr. Oui, la science, c'est le tissu de l'histoire. Fondamentalement, la science, donc de notre côté, la religion aussi. La religion aussi, oui. Comme c'est avec les arts et métiers, le personnage principal, c'est la science, le personnage secondaire, peut-être la religion, dans cet opus-là. Après, je ne sais pas.
fait d'autres aventures quand ça se déroulera, mais là, oui, fondamentalement, c'est le pendule, donc c'est la science, et c'est le moteur de toute la bande dessinée, c'est la quête de la connaissance. Alors, on se dit, quand on finit l'album, on se dit que c'est un peu dommage, on aimerait en avoir d'autres. Alors, on va vous annoncer une bonne nouvelle, il y en a un deuxième qui est dans les tuyaux. Elle est dans les tuyaux et ça va être une question maintenant de contrat, de négociation encore entre les deux éditeurs, parce que ce sont deux éditeurs, là, le Musée des Arts et Métiers et les éditions Glénat. Et le synopsis, enfin les quelques phrases du synopsis sont dans mon esprit, j'en ai déjà parlé aux Arts et Métiers, j'en ai déjà parlé à Jacques Marvejol, à Jacques Glénat avec lequel j'ai mangé hier soir. Donc tout ça dans les tuyaux, on va retrouver Kunstcap dans pas trop longtemps. Ça s'appelle les chroniques, donc on attend. C'est pour ça, ce sont les chroniques de Plateterre. Donc moi, en tout cas, Fred et moi, on n'a qu'une envie, c'est de faire une série. C'est de faire une série, c'est-à-dire d'en faire plusieurs, avec des histoires autoconclusives, c'est-à-dire qu'il y a quand même une fin à chaque histoire. Cependant, ça amène d'autres chapitres potentiels. Et là, c'est récent, mais on sait, parce que ça marche bien. Les lecteurs sont au rendez-vous, aux Arts et Métiers ils sont très contents parce que ça... Alors ils lancent un peu plus que moi. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien ça. Et sinon, pour finir, justement, tu parlais au début de la crise de la bande dessinée, ce genre de projet qui associe un musée, donc beaucoup de visiteurs passent, et une BD c'est aussi un souvenir d'un passage dans un musée. Est-ce que c'est important justement? Est-ce que c'est des pistes pour essayer de... Complètement, c'est complètement. On l'a fait aussi récemment avec le château de Versailles, on a fait Versailles. Là on est en train de travailler sur le Grand Palais. Il y a encore pas mal de projets qui sont en cours de finalisation. Par exemple un album, une bande dessinée dans une librairie, un temps de vie, du moins en présentation, très bref. Hein. C'est de plus en plus bref vu la quantité d'albums qui sortent. Il en est sorti 500 au mois d'octobre. Donc 500 au mois d'octobre, ça fait, rendez compte, une quinzaine par jour, 500 albums. Ils ne peuvent pas être tous mis en façade, ils peuvent pas être... Bon. Alors l'intérêt du musée des Arts et Métiers, du Panthéon ou de Versailles, c'est qu'eux, ils peuvent vivre des années. Et la preuve, il est sorti en même temps en langue anglaise à Versailles, et il s'en vend en langue anglaise parce que Versailles accueille énormément de visiteurs, bien sûr, et eux, ils n'ont pas à changer leur façade. Ça reste sur les étalages. Donc même s'ils en vendent, même s'ils en écoulent simplement quelques centaines, c'est quelques centaines tous les 6 mois, c'est excellent ça. Merci à vous. Avec plaisir. Avec plaisir.